Judith Gautier, Fleur d'Orient, les 16 ans de la princesse. Comme c'est l'hiver et qu'il fait froid, on a fermé autour du prince les panneaux de bois précieux, menuisés avec une minutie et un art incomparables, et cela rend toute petite la salle dans laquelle il est assis, rêveur, le bras posé sur un accoudoir revêtu de nacre. Plusieurs belles robes, ouatées d'un duvet de soie, superposent et croisent leurs collets de différentes couleurs sur la poitrine du daimyo, et l'on voit, trait de l'épaule, brodé en or sur la manche, une espèce d'étoile formée de 5 boules en entourant une 6e. C'est là le blason bien connu de la très illustre famille de Kanga, qui n'a d'égal en puissance dans toutes les îles du Japon que celle du Sendai et de Satsumaya. Oui, ce prince qui médite au fond de son palais est très puissant, très riche, très renommé. Son peuple l'admire et le craint. Ses vassaux sont prêts à mourir pour lui. Ses moindres désirs sont des lois pour tous ceux qui l'entourent. Et cependant, aujourd'hui, il se trouve misérable, faible, pauvre, déplorablement pauvre d'imagination. Car voici plusieurs jours qu'il cherche quelle surprise il pourrait bien faire à sa fille pour l'anniversaire de sa naissance, et il n'imagine rien. Il est vrai que cette princesse, qui demain aura 16 ans, possède tout ce qu'il est possible de posséder. Elle a des oiseaux merveilleux, de fantastiques poissons, des chiens extravagants, des chars, des bœufs, des chevaux, des palais, tout ce qu'elle a pu désirer, et même des merveilles auxquelles elle ne songeait pas et qu'on a fait venir pour elle de lointains pays. Le daimyo s'avoue en branlant la tête qu'il a trop gâté cette fille bien-aimée, qu'il n'aurait pas dû la combler ainsi, lui faire épuiser à peine entrée dans la vie toutes les richesses du monde. Mais que faire maintenant? Sa puissance est à bout, il n'a plus rien offrir à son enfant pour l'étonner et la charmer. À quoi donc sert d'être prince? Longtemps, à travers la transparence trouble de la fenêtre, il laisse errer un regard ennuyé sur le jardin dépouillé, sur le ciel gris et pleurard. Mais que peut-elle bien désirer encore? Tout à coup, il se leva. Allons la voir, se dit-il. Je pourrais peut-être, sans qu'elle se doute de moi, deviner son caprice. Il frappa sur un gond suspendu à un cordon de soie tenu du bout des dents par une chimère de bronze. Aussitôt, les panneaux formant les murailles glissèrent sans bruit, s'écartèrent à demi, laissant voir des perspectives de salles emplies par les samouraïs de service, les pages, les gardes, les serviteurs. Les samouraïs, nobles vassaux portant 2 sabres, s'inclinèrent profondément, tandis que pages et serviteurs se prosternaient front contre terre. « Je vais chez ma fille, dit le daimyo. Alors une escorte se forma, et des gardes coururent en avant pour avertir les pages de la princesse. Fiaki, c'est-à-dire rayon de soleil, dans une salle bien close de son palais particulier, était assise sur les nattes blanches du sol, et les plis de ses magnifiques robes à traînes immenses étaient disposés symétriquement autour d'elle, en éventail, en flots, en collines. Il y avait toutes sortes de tissus, de diverses nuances très douces. Mais l'étoffe la plus abondante était de satin couleur ciel d'été, avec de fines broderies noires, figurant des toiles d'araignée dans lesquelles étaient pris des pétales de fleurs. Le visage de la jeune fille était blanc comme de la crème, sa petite bouche un peu épaisse, avivée de fard, s'entr'ouvrait en découvrant 2 rangs de grains de riz. Elle avait les sourcils rasés, remplacés par 2 petites taches noires faites au pinceau et placées très haut sur le front. Suivant la méthode des princesses, ses longs cheveux dénoués ruisselaient sur son dos, se perdant dans les plis des robes. Les filles d'honneur formaient un demi-cercle autour de leur maîtresse, et en face d'elle, de l'autre côté, d'une légère balustrade sculptée,
Une danseuse en robe longue, dont les manches flottaient, imitant des ailes, coiffée d'un étrange bonnet d'or posé au sommet de la tête, dansait lentement en agitant un éventail. Un orchestre de musiciens l'accompagnait, jouant du gotto, du biva, de bois et d'espèces de flûtes, de tambour et du tambourin. À l'entrée du prince, la symphonie cessa, et vivement Fiacchi se cacha la bouche derrière une des toiles d'araignée de sa manche, ce qui était à l'adresse de son père un salut tendre et pudique. Lui, souriant de plaisir en revoyant la beauté et la grâce de l'enfant qu'il idolâtrait. Elle s'était levée, marchant à sa rencontre, et comme une mer agitée par une subite tempête, la soie, le satin, le brocart derrière elle ondulaient en bruissant. Il lui prodigua les surnoms les plus flatteurs, la nommant Mounroul, l'incomparable, Reifé, la beauté surnaturelle, Rikio, le parfum du ciel. Puis il lui demanda si elle était heureuse, si rien ne l'avait fâchée, si elle ne désirait rien. Ah, prince illustre, père adoré, s'écria-t-elle en pliant son corps souple en arrière, dans un joli mouvement de douleur. Comment être heureuse quand la terre souffre? Comment sourire quand le ciel pleure? Les dieux sont bien cruels d'avoir créé l'hiver. Hélas, pas même de la neige pour donner l'illusion du printemps. Il me semble être une pauvre plante exilée qui ne vit pas et ne peut mourir. Et elle ajouta avec un sourire coquet, en abaissant ses longs cils d'un air modeste, « J'ai composé sur ce sujet un outa, mais la poésie elle-même n'a pas pu me consoler. » D'un ton exquisement maniéré, elle récita le court poème, battant le rythme du bout de son éventail. L'automne, en fuyant, avec les fleurs qui l'emportent, a fermé la porte, m'oubliant à demi morte, devant l'hiver effrayant. Oh, mais je ferai illustrer cet outa par le plus fameux peintre du royaume, dit le prince. Mais là, je ne suis pas Dieu. Lentement, il s'éloigna, plein de soucis. Il est certain qu'il ne désire que le printemps, se dit-il. Et il s'arrêta pour écouter la bisaigre siffler au dehors. Déjà, le jour baissait. La prochaine aurore allait donc le prendre au dépourvu. Le printemps, murmurait-il en se rasseyant à la place qu'il avait quittée tout à l'heure. Brusquement, sa tristesse se changea en colère. Il fit appeler son premier ministre. Le Naïdaïtsin accourut, courbant le dos, et tout en débitant son compliment, vit le sombre visage du maître et n'augura rien de bon. Le prince garda un moment le silence, comme s'il hésitait à donner un ordre extravagant, mais après un mouvement d'épaule irrité, il parla d'une voix dure. « C'est demain la fête de ma fille, dit-il. Je veux vous entendre, je veux qu'au jour levant, les arbres, les buissons du parc et de toute la campagne environnant le palais soient couverts de fleurs, comme au premier mot de printemps. Allez, vous serez obéi, maître, dit le ministre en sortant à reculons. Mais une fois sorti, consterné, anéanti, il laissa bâiller ses bras dans les longues manches qui les cachaient. « C'est l'exil, c'est la mort, murmura-t-il. Oui, la mort, car je n'ai pas le temps de fuir assez loin. En pleine prospérité, la foudre qui tombe sur moi. » Ses jambes se dérobaient, et il s'adossa à la boiserie. « Mais qu'ai-je fait pour être en disgrâce ?»« Mais rien, se répondit-il après un sévère examen de conscience. C'est pour sa fille. Il veut vraiment commander au printemps. » Il resta sans penser un long moment, la tête roulant comme une boule de plomb sur sa poitrine. Mais bientôt il secoua cette lourde tête et la releva d'un air résolu. « Allons, soyons dignes de notre race, dit-il. Un Japonais ne tremble pas devant la mort.
Ce ne sera pas en vain que j'aurai depuis l'enfance pris des leçons de suicide. Voyons, le sabre d'abord, pour se fendre le ventre d'un seul coup, de gauche à droite, puis le poignard qui tranche la gorge. Il tira son sabre, mais l'arme resta au bout de son bras, la pointe appuyée au sol. Et s'il était possible pourtant, par quelque artifice, de simuler le printemps au lieu de la ruine et du suicide, quelle fortune! Allez, désespérons pas trop vite. Il sera temps toujours de mourir. Il eut un sursaut d'effroi en voyant que l'ombre avait envahi le palais et que les lumières commençaient à s'allumer. L'immense parc et toute la campagne, dit-il, et rien qu'une nuit. Tout en courant, il rengaina, gagna sa demeure et réunit le conseil. Sans permettre à ses collègues de s'asseoir, il leur fit part de l'ordre extraordinaire donné par le prince. Cet ordre doit être exécuté sous peine de mort avant le jour, dit-il, indifférent aux mines épouvantées qui l'entouraient. Le prince est d'une humeur terrible. Il n'y aura pas de rémission. Écoutez et comprenez bien l'idée qui m'est venue et peut-être nous sauver tous. Il faut qu'à une lieue à la ronde, hommes, femmes, filles et garçons, nobles, marchands, paysans, avec la soie, le velours, le satin, le papier, se mettent à l'instant même à fabriquer, comme ils le pourront, des simulacres de fleurs, qu'ils taillent dans leurs vêtements, qu'ils massacrent les tentures, les paravents, les nattes du sol, tout ce qui leur semblera bon. Ils n'y perdront rien. Et puis que toutes ces fleurs soient, avant l'aube, liées, clouées, collées sur les arbres, sur les buissons, sur les arbustes, les plus réussies sur les bords des routes, les plus grossières au dernier plan. Que les peintres soient chargés de diriger la décoration et de donner des coups de pinceau où il en faudra. Je veillerai à tout, je tâcherai de tout prévoir. Notre salut vaut bien cet effort. Prenez l'armée, disposez de tout. Personne ne doit ni manger ni dormir cette nuit. Allez, et si vous tenez à la vie, soyez rapide comme l'éclair. Sans mot dire, les ministres s'éloignèrent, s'enfuirent plutôt. Moins d'une heure plus tard, il n'y avait pas un palais, pas une maison dans la ville, pas une chaumière dans la campagne, où l'on ne fût occupé fiévreusement à fabriquer des fleurs. Et qui eût regardé du haut du palais de Kanga, un peu après le milieu de la nuit, le parc et les alentours, aurait cru reconnaître dans les milliers de lanternes qui roulaient, sautaient, couraient à fleur du sol, l'armée effrayante des feux follets, conduite par les renards. Mais à cette heure-là, l'illustre daimyo ronflait derrière un paravent en bois de fer incrusté d'or, et l'incomparable princesse, à la lueur tamisée par de minces feuilles de nacre d'un grand lampadaire, se soulevait à demi sur sa couche et feuilletait un livre, cherchant, pour l'emporter dans son rêve, un poème sur le printemps. Ces femmes finissaient de l'habiller lorsque Fiaki, le lendemain matin, entendit la musique d'un orchestre et les chants de voix nombreuses éclater sous ses fenêtres. « Ah, c'est vrai, c'est ma fête aujourd'hui, dit-elle avec un mouvement d'ennui. Oh, mais pourquoi suis-je née en hiver? On écarta les châssis des fenêtres. Voyez donc quel beau temps, maîtresse! Le ciel, en effet, comme s'il eût été un simple courtisan, s'était pour cette fête paré d'un bleu très doux, dans lequel roulait un gai soleil d'un or un peu pâle. Languissamment, la princesse s'avança sur la galerie extérieure et s'accouda à la balustrade. Mais alors, quel cri de surprise et de joie! Qu'est-ce qu'elle voyait là? Était-ce possible? Des fleurs, partout des fleurs. Le printemps était venu. Elle se frottait les yeux, croyant rêver. Mais comment?
disait-elle en se tournant de tous côtés et en ouvrant d'un bout à l'autre de la galerie. Les amandiers, les pêchers rouges, les pommiers blancs et roses, et les buissons, et les arbustes et les grands arbres. Quel miracle! Par toutes les avenues affluaient les visiteurs, venant rendre leur devoir à la princesse. Les seigneurs à cheval, les femmes nobles dans des chars traînés par des bœufs ou dans des morimonos. La cour sortait du palais, se réunissait sur les terrasses. Fianchy se hâta de descendre. Le prince, tout riant de plaisir, la reçut au bas des degrés. Les larmes aux yeux, elle se jeta dans les bras de son père en criant « Père, père, mais tu vois bien que tu es un dieu !» Il proposa une promenade dans le parc et dans la campagne pour admirer ce magnifique printemps. La princesse, toute joyeuse, battit des mains, et son char magnifique, en forme de pavillon, blasonné de boules d'or figurant une étoile et traîné par deux bœufs blancs, s'avança au pied de la terrasse. Ceux des filles d'honneur vinrent ensuite, puis toute la cour suivit, et les visiteurs aussi. Ce fut une brillante, joyeuse et interminable procession. Le prince, à cheval, escortait sa fille. Il avait auprès de lui le Premier ministre, grave et impassible dans son triomphe. C'était un enchantement tout le long du chemin. La tiédeur du soleil, la fine brune dorée qui voilait un peu la nature, rendaient complète l'illusion. On admirait un printemps plus riche, plus fleuri encore que le vrai printemps. Et quel parfum délicieux flotte dans l'air, toutes ces fleurs, mais cela embaume, disait la princesse, qui à chaque moment penchait sa jolie tête hors du char pour mieux voir. Le daimyo, très surpris, respirait en effet des odeurs charmantes. C'est que des cassolettes étaient dissimulées dans le harnachement des bœufs, et la fumée qui s'en exhalait se confondait avec celle formée par la laine des animaux. On s'en alla loin dans la campagne. Fianchy, au comble du bonheur, ne se laissait pas. Elle demanda de ne pas revenir au palais par le même chemin. Et était-ce possible, cela? Le prince, un peu inquiet, regarda le ministre. Celui-ci demeura impassible. La princesse désire-t-elle rentrer par les collines ou par les vergers, dit-il. Par les vergers, répondit la jeune fille. C'est plus loin, mais ce doit être bien plus beau. On prit par les vergers, et en effet, c'était plus beau encore que ce qui s'était montré jusque-là. Mais voici qu'un prunier rose attira spécialement l'attention de la princesse. « Ah, je veux emporter une branche de cet arbre-là, cria-t-elle. Je veux un souvenir de cette féerie promenade. » Pour le coup, la supercherie va être découverte, pensa le prince en jetant un regard de détresse au ministre. Le ministre n'avait ni pâli ni tremblé. « À moi l'honneur de l'accueillir pour vous, disait-il en s'inclinant devant la jeune fille. Il piqua son cheval, courut au prunier et revint avec une branche superbe. La princesse la saisit, l'aspira, y plongea son visage. C'étaient bien des fleurs de prunier, toutes fraîches, toutes mouillées de rosée, toutes odorantes. À part lui, le maître s'ébahissait. Mais alors les filles d'honneur, les nobles dames, voyant qu'il était permis de cueillir des branches, sortirent leurs têtes des voitures, tendirent les mains, réclamant elles aussi un souvenir. Cette fois-ci, c'était trop fort. Le prince eut un geste de colère et allait donner l'ordre de ne pas s'arrêter. Le ministre le rassura. Il souriait avec un imperceptible haussement d'épaules. Il connaissait bien les femmes et avait prévu cela aussi. Il fit signe au conducteur d'un char vide d'aller chercher ce qu'on le demandait. Et le char revint bientôt tout empli de fleurs qu'on se partagea avec des cris de joie. Le ministre n'avait pas hésité à faire piller les serfs de tous les palais. Les hommes mêlés à la foule portaient toutes ces fleurs dans des sacs de toile brune et se tenaient à porter pour être là au moment voulu.
Le prince, qui ne devinait pas, était tout abasourdi. « Tu es vraiment un homme prodigieux, dit-il au moment où le rentrait au palais. Tu as fait plus que je ne pouvais espérer. Mais tu as été absolument magicien. Tu l'as été trop, peut-être, et à la grande joie de ce jour se mêle une sourde inquiétude. Comment ne sera-t-il possible de nous surpasser à la fête de l'an prochain ?» Tandis que le maître, resté un peu en arrière, parlait ainsi à son ministre, Phiaki descendait de son char. À cet instant, le fils du prince de Satsuma, qui venait d'arriver au palais avec une brillante escorte, s'avança pour la saluer. C'était un jeune homme plein d'élégance et de beauté, et tellement brave que malgré sa jeunesse, il avait déjà fait parler de lui. Mais en ce moment, il était très ému, très pâle, comme tremblant de peur. La jeune fille, au contraire, rougissait, et pour cacher cette rougeur, enfouissait son visage dans les fleurs qu'elle tenait à la main. Le ministre montra d'un geste les jeunes gens au daimyo. Il lui fit remarquer ce trouble étrange qui les laissait tous deux comme interdits. « Mais quand les 17 ans de votre fille sonneront, dit-il, donnez-lui pour époux ce charmant prince, et elle l'aimera plus encore qu'elle n'aime le printemps. » Le prince tendit au ministre un bijou de bronze incrusté d'or. « Tiens, dit-il, en voici la clé de mes trésors. Pense que tu voudras et ne t'avise pas d'être discret. »